Bonjour chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons ce jour samedi 11 avril 2026 pour notre émission Grand Angle. Cette émission a une particularité. Je sais que je vais surprendre la plupart d'entre vous. C'est la dernière émission du mandat du président Denis Sassou Nguesso qui couvre la période 2021-2026. En effet, ce mandat avait démarré le 16 avril 2021. Il se termine, selon la Constitution, 5 ans après, donc le 16 avril 2026. Nous allons juste relever une particularité de ce mandat, parce que pendant la période de pré-campagne et de campagne, nous avons vu le candidat président présenter un document qui s'était intitulé « En toute transparence, bilan du quinquennat 2021-2026 ». Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Orlando de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'est empressée devant le portail. Et puis, les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis, les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Dans les mêmes conditions, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994 dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. Mais nous allons, dans ce document, nous n'avons pas trouvé un des aspects extrêmement importants sur lequel nous comptons beaucoup. C'est l'aspect qui est lié au respect des lois et règlements de la République, au respect de la Constitution, qui est un aspect que nous jugeons extrêmement fondamental. C'est pour ça qu'en allant directement et en parlant en toute transparence, nous tenons à relever que ce mandat de Denis Sassou Nguesso de 2021 à 2026 s'est déroulé dans l'irrespect total des lois et règlements de la République par le président de la République, particulièrement la Constitution. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution ? Dans une Constitution, on trouve principalement 2 types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc.
En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel au bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Et le disant, nous tenons à vous rappeler, puisque nous sommes assez souvent revenus sur ce sujet, nous pouvons vous dire qu'il a violé l'article 50 de la Constitution, qui dispose clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution. Il a également violé l'article 77 qui est relatif à la prestation de serment, parce que dans cette prestation de serment, il avait pris l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution. D'une part, de garantir la paix et la justice à tous. Ces aspects sont extrêmement importants et font apparaître en fait que ce mandat s'est déroulé sous le signe de la non-conformité à la loi. En français facile, on dirait que le président Denis Sassou Nguesso était hors la loi. Je sais que lorsque je l'évoque, que ce soit le président Denis Sassou Nguesso ou les partisans, ne sont pas satisfaits de ça, mais c'est un constat qu'on fait. Il s'agit d'une question de droit et il suffit que nous nous y habituions. Nous ne pouvons pas faire autrement que cela. Donc, mais lorsqu'on fait ce constat, on peut élargir le champ et dire qu'en fait, il n'a pas violé la Constitution ou le serment qu'il a prêté, pas seulement pendant la période de 2021, il l'aura fait pendant la période, le mandat 2002-2009, pendant le mandat 2009-2016 et pendant le mandat 2016-2020. Donc, c'est comme une situation habituelle. Mais la question qu'on peut se poser, comment il a pu violer et ne pas respecter le serment qu'il a prêté pendant pratiquement un quart de siècle sans qu'aucune institution, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée, ne puisse venir pour régler ce problème? Ça signifie tout simplement que le Congo est dans une situation où il n'y a pas de contre-pouvoir et que la plupart des institutions sont inféodées au président de la République, sinon au pouvoir exécutif. Et c'est véritablement dommage. C'est même extrêmement dangereux parce que dans tout pouvoir, il faut qu'il y ait des limites, des limitations de pouvoir et il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui puissent agir. Mais en fait, les contre-pouvoirs, on peut dire qu'en théorie, ils existent. Mais ils appartiennent à un système qui a choisi un modèle, c'est tout mettre en œuvre pour la conservation coûte que coûte du pouvoir, pour la perpétuation de ce système afin qu'il demeure au pouvoir sans jamais aller à ce que nous appelons généralement l'alternance démocratique, parce que c'est également un refus de l'alternance démocratique. Donc, nous avons cette situation, nous y reviendrons assez souvent, parce qu'il faut que nous tirons les leçons
de cette situation extrêmement grave, de cette situation qui aurait dû aboutir à des sanctions, parce qu'il s'agit généralement d'une situation soit de faute grave, soit de haute trahison. Mais enfin, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais comme nous allons démarrer notre mandat, nous souhaitons que ce point soit clairement fait. Maintenant, s'agissant de la thématique d'aujourd'hui, nous avons choisi une thématique en tenant compte du contexte. D'abord, il y a la prestation de serment qui est prévue pour, semble-t-il, le 16 avril 2026. Mais il y a aussi un certain nombre de faits au niveau de l'actualité sous-régionale, je pourrais même dire au niveau de l'actualité internationale, parce qu'il y a quelques jours, nous avons suivi ce qui s'est passé au Cameroun avec cette révision constitutionnelle. Maintenant, lorsqu'on parle de révision constitutionnelle, il faut savoir que généralement, on pense aux aspects liés au changement de constitution. Ces changements de constitution ont déjà donné, il y a beaucoup de débats, surtout dans la sous-région Afrique de l'Ouest, où on a connu un certain nombre de changements, où il y a eu beaucoup de déclarations fortes, dont l'une des déclarations était celle du président Mamadi Doumbouya à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où il avait déclaré clairement que l'Afrique avait des problèmes parce qu'il y avait des dirigeants qui passaient leur temps à tripatouiller les constitutions dans un simple but, c'était de conservation du pouvoir. Et lui, il considérait cela pour des putsch et qu'on ne devait pas voir le putsch seulement en termes de démarches militaires, etc. Cela aussi constitue un certain nombre de préoccupations. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Donc, s'agissant de cette préoccupation, nous avons suivi qu'il y a eu le 4 avril dernier au Cameroun une réforme constitutionnelle introduite par le président Paul Biya. Le président Paul Biya qui est âgé de près de 93 ans, qui venait d'être élu pour un 8e mandat et qui est au pouvoir pratiquement depuis 82, c'est-à-dire de façon discontinue depuis 44. Dans tous les cas, nous allons y revenir un peu plus loin. C'est pratiquement l'une des caractéristiques des pouvoirs au niveau de l'Afrique centrale, etc. Mais en fait, que vise cette réforme? Cette réforme vise à créer un poste de vice-président. Pourquoi ce changement? Mais parce que si la loi a été votée, mais comme la loi a été votée, le vice-président est nommé par le président de la République.
Et le changement fondamental, c'est quoi? Mais je crois que ça touche fondamentalement l'architecture constitutionnelle. Parce que comme dans la plupart des pays, et nous savons que le Parlement camerounais a 2 chambres comme le Parlement congolais, puisque c'est le Parlement qui s'est réuni en congrès. Généralement, dans les constitutions qui existent, en cas d'empêchement, de démission, de décès ou quoi du président de la République, l'intérim est assuré par le président du Sénat. En cas d'empêchement du président du Sénat, c'est le président de l'Assemblée nationale. En cas d'empêchement du président de l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre. Donc, en dehors d'un certain nombre d'articles liés à certaines attributions, le président intérimaire est tenu d'organiser les élections dans un délai bien précis. Au Congo, l'élection doit s'organiser entre le 45e jour et le 90e jour, à partir de la constatation de l'empêchement définitif du président de la République. Donc, vous voyez qu'il y avait cette latitude qui était donnée, qui faisait que le successeur était désigné, sinon élu à la suite d'une élection. Par contre, la modification qui a été introduite, qui modifie l'architecture constitutionnelle du Cameroun, fait qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme le vice-président. Et en cas d'empêchement, le président du Sénat est relégué dans un second plan, ou le président de l'Assemblée ou le Premier ministre. Par contre, c'est le vice-président. C'est le vice-président qui remplace automatiquement le président de la République, donc qui prête serment et qui continue le mandat en cours. Comme au Cameroun, c'est un mandat de 7 ans, ben le vice-président, s'il arrivait quelque chose au président Biya d'empêchement définitif, ben le vice-président prendrait le relais et il achèverait ce mandat, donc il dirigerait le pays jusqu'en 2032. Vous voyez bien que la nuance est suffisamment, extrêmement importante pour être retenue. Et évidemment, vous savez qu'au Cameroun, comme dans la plupart de nos pays, il y a un parti au pouvoir qui est le RDPC, qui a la majorité des députés, qui est la majorité des sénateurs, mais qui s'est imposé parce que la loi a été votée pratiquement, d'après les informations qu'on a pu avoir, qui doivent être vérifiées. La loi a été votée avec 200 voix pour, 4 abstentions, et puis le reste, c'est ceux qui ont voté contre. Vous voyez bien que ceux qui ont voté contre, autour de 16 ou de 18, ne faisaient pas le poids. Et la réforme est véritablement passée. Mais il y a eu des réactions au niveau de l'opposition surtout, qui estiment que c'est une dérive monarchique. C'est un peu ce qu'on pense dans la plupart de nos pays. C'est une dérive monarchique. Ça pose même le problème au niveau de la légitimité du président, qui peut être considéré comme faible parce qu'il ne sera pas sorti d'une élection, etc. Mais ça a été voté. Et je crois qu'il faut suivre maintenant ce qui se passe. Révision constitutionnelle au Cameroun, le vice-président au cœur du nouveau dispositif. Une révision constitutionnelle adoptée le 4 avril par le Parlement camerounais réuni en congrès a ravivé les tensions politiques à Yaoundé. Le texte, voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, rétablit la fonction de vice-président et modifie les règles de succession à la tête de l'État au Cameroun. Selon nos recoupements d'informations, le vice-président sera nommé et révoqué par le président de la République. En cas de décès, de démission ou d'empêchement du chef de l'État, il prendrait automatiquement la tête de l'exécutif pour achever le mandat en cours. Avant cette réforme, la continuité institutionnelle revenait au président du Sénat. Un changement dans l'ordre de succession. Le gouvernement camerounais présente cette révision comme un dispositif destiné à éviter une crise institutionnelle en cas de vacance du pouvoir. D'après Reuters, le texte encadre aussi les pouvoirs du futur titulaire du poste, qui ne pourrait ni modifier la Constitution ni se présenter à l'élection présidentielle suivante. La même source rappelle que la vice-présidence existait déjà dans l'organisation politique du pays, avant d'être supprimée en 1972. Cette adoption intervient quelques mois après la réélection de Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2025. Le Conseil constitutionnel l'avait déclaré vainqueur avec 53,66% des voix. Âgé de 93 ans, le président camerounais entame ainsi un nouveau mandat de 7 ans, dans un pays qu'il dirige depuis 1982. Le site officiel de la présidence rappelle d'ailleurs que le mandat présidentiel au Cameroun est fixé à 7 ans et renouvelable.
L'opposition dénonce une concentration du pouvoir. L'opposition voit dans cette réforme un mécanisme susceptible de transférer le pouvoir à une personnalité choisie directement par le chef de l'État, sans passage par les urnes. Plusieurs critiques visent un affaiblissement de la légitimité électorale dans l'hypothèse d'une vacance de la présidence. Reuters cite également des élus d'opposition qui réclamaient, à la place, un ticket président-vice-président élu conjointement. Dans ce climat, des noms circulent déjà sur une possible future nomination, dont celui de Franck Biya. Un décret fait le tour de la toile. À ce stade, aucune annonce officielle de la présidence camerounaise ne permet toutefois de confirmer cette nomination. Le site de la présidence de la République ne faisait état, jusqu'aux dernières publications consultées, d'aucun décret de nomination en ce sens. Promulgation et mise en œuvre attendue. Au Cameroun, une loi adoptée par le Parlement doit encore suivre le circuit institutionnel avant son entrée en vigueur. Le site de l'Assemblée nationale rappelle que les textes votés sont ensuite transmis pour promulgation par le président de la République. La prochaine étape concrète sera donc la publication officielle de cette révision constitutionnelle et, le cas échéant, la désignation du premier vice-président du pays. Mais ça permet de s'interroger, en fait, sur la situation au niveau des pays de l'Afrique centrale. Je parlerai de la CEMAC. Pourquoi? Mais parce que dans ces 6 pays, vous avez déjà la Guinée équatoriale qui a déjà un vice-président, le président Biandema qui est au pouvoir depuis 42 ans, a déjà un vice-président, c'est un de ses fils. Le président Biya, semble-t-il, selon plusieurs spéculations, nommerait comme vice-président son fils. Alors ça fait quand même réfléchir et ça donne à penser à ce que les gens pensent pratiquement à des successions dynastiques, ce qui n'est pas du tout, à mon avis, ça c'est mon avis, une très bonne chose pour le pays. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'on prend l'Afrique centrale, nous venons de voir la République centrafricaine pour laquelle le président Touadéra vient également d'être élu pour un 3e mandat. Donc en fait, ces pays sont des pays qui se positionnent contre l'alternance démocratique, se prononcent contre l'alternance démocratique, contre la limitation des mandats. Parce qu'au sortir de la conférence nationale, par exemple, au Congo, la Constitution instituait un mandat de 5 ans, une fois rééligible. Donc, une personnalité pouvait faire 10 ans. Et il n'y avait pas de spéculation sur la succession, parce qu'après les 10 ans, on allait à une élection et devait pratiquement passer. Maintenant, la caractéristique commune qu'on peut voir dans les différents pays de l'Afrique centrale, notamment celle de la CEMAC, ces partis sont pour la plupart des pays à régime autoritaire. Leur indice de démocratie est très préoccupant. Le plus élevé, c'est en 2024, c'est celui du Congo, avec 2,79 sur 10. Et dans les dictatures, vous savez bien qu'on organise des élections selon les principes qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Donc, on s'impose au pouvoir et on s'incruste. Maintenant, le système veut demeurer éternellement au pouvoir sans donner la possibilité d'alternance démocratique. Les caractéristiques qu'il faut relever, c'est que la plupart de ces pays sont classés parmi les pays les plus corrompus du monde. Je crois que l'indice de perception de la corruption le plus élevé est celui du Gabon avec 29 sur 100, mais sinon tous les restes sont en bas. Donc véritablement médiocre, il s'agit des pays où les présidents de la République, sinon les gouvernants, mettent la durée la plus longue au niveau du pouvoir, mais où les populations croupissent dans une misère et dans une pauvreté indescriptible. C'est pour ça qu'il faut être préoccupé par cette situation. Et il faut qu'au niveau des pays comme le Congo, des pays de l'Afrique centrale, que ce soit un sujet véritablement de préoccupation, pour que l'on aille véritablement vers la démocratie et que les changements puissent s'opérer en conformité avec la volonté du peuple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil sur le Congo, vous savez bien ce qui s'est passé au Congo. Il y a eu changement de constitution en 2015. Et en ce qui concerne le Congo, nous avons eu le bonheur d'avoir les révélations faites par M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, qui avait révélé que les gouvernants du Congo lui avaient envoyé un émissaire
pour lui demander comment on pouvait faire pour modifier la Constitution afin de permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Donc, en fait, le changement de Constitution n'était pas lié, comme on a voulu, de prétendre à chercher à l'amélioration des conditions de vie des Congolais ou bien faire évoluer les institutions. La preuve, c'est qu'au moment où il y a eu changement de Constitution, maintenant on sait que Denis Sassou Nguesso n'était pas en conformité avec la loi. C'est connu de tous maintenant. Et maintenant également, on connaît que le bilan du président Sassou, connu par tous les Congolais, est un bilan fortement négatif qui mérite de préoccupation, qui fait que les Congolais demandent aujourd'hui à se battre pour aller vers une vision de changement, une vision de rupture qui permette aux Congolais d'aller de l'avant. Et je crois que c'est véritablement dommage, Donc, pour ce qui concerne cette situation, qui doit être préoccupante au niveau des populations, le peuple congolais doit en prendre conscience parce que tout ce que l'on suit comme rumeur, comme volonté, comme préoccupation des gouvernants au niveau de la succession n'est pas loin de ce qui se passe au Cameroun. Mais je crois qu'assez souvent, les Congolais ont entendu parler de ce que les gouvernants, notamment le président de la République, semblaient avoir l'ambition de positionner son fils comme son successeur, certainement que dans son clan familial, son clan ethnique, il y a certainement de la bousculade maintenant que l'on parle de dernier mandat ou quoi, pour se positionner avec un but ultime. D'ailleurs, vous avez suivi, vous vous souvenez, de la déclaration de Jean-Bruno Richard Itois, qui avait dit que tant qu'on n'a pas fini de développer le Congo, ben on ne laissera pas le pouvoir. Mais comme le Congo s'enfonce tous les jours dans la misère, dans la souffrance, dans le sous-développement, quand on suit ces déclarations, il y a fort à penser qu'il n'y a rien qui puisse permettre qu'on puisse évoluer vers le changement. Donc, les Congolais doivent prendre sérieusement conscience de ce problème. Se dire que ce fameux mandat qui a été obtenu comme dans les procédures que nous connaissons n'a pas autre objectif pour le président Denis Sassou Nguesso et pour son entourage de préparer la succession, mais la succession entendue par eux sous la vision soit familiale, sous la vision soit clanique, mais pas sous la vision et l'intérêt du Congo pour permettre que nous avançons et que nous allions vers une situation meilleure que nous connaissons maintenant. Donc voilà, grosso modo, cette actualité que nous plaçons, et nous plaçons comme les autres, comme une situation qui ne vise rien d'autre que la conservation, le maintien coûte que coûte au pouvoir, quels que soient les résultats. Ce n'est pas ce qui intéresse ces gouvernants. Ce qui intéresse ces gouvernants, bon, parfois on peut se dire, ils ont peut-être peur des actes qu'ils ont posés, ils ont peut-être peur du bilan réel qui est connu, mais en réalité, il faut que les populations prennent conscience. Et en ce qui nous concerne, il faut que nous travaillions pour que nous n'allions pas vers ce genre de schéma. Le président s'assoit déjà, changer la constitution, etc. Je crois, mais il faut commencer à lui faire savoir que les Congolais ne sont pas favorables à ce modèle camerounais de nomination d'un vice-président, de modification de quoi que ce soit, parce que ça ne garantit ni la paix, ni la justice à tout le monde. Et je crois qu'il faut qu'on y veille. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse, au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappellent que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page.
Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel nous allons essayer d'intervenir, toujours sur ce créneau, en voyant ce qui s'est passé pendant ce mandat, c'est j'ai appelé ça la nécessaire clarification sur le plan politique. Pourquoi nous avons parlé de nécessaire clarification sur le plan politique? Parce que nous sortons d'une élection, d'une mascarade électorale, d'un hold-up électoral, d'un coup d'État constitutionnel. Et nous savons comment ça se passe. Et il y a un certain nombre de notions qui apparaissent pour favoriser effectivement ce qui se passe à travers notre pays. Et je crois que ces pratiques, il faut que nous les dénonçons, que nous apportons la clarification là-dessus. La première notion sur laquelle nous voulons apporter la clarification, c'est la notion du concept du centre. Au Congo, il y a, dit-on, des partis du centre. Et le centre au Congo est entendu comme étant des partis qui ne sont ni à la majorité ni à l'opposition. Mais dans une démocratie, il y a nécessairement, du point de vue du principe, la majorité qui est au pouvoir et l'opposition. Non, on a créé une notion comme ça qui permet aux gens, alors que, tel que l'on connaît le centre ou tel que on appelle les partis du centre, généralement dans les démocraties bien rodées, il s'agit des gens qui, sur l'échiquier politique, se situent entre la gauche et la droite. Et on peut dire un certain nombre de choses là-dessus. On peut parler de centre droit, on peut parler de centre gauche, etc. Mais au Congo, le centre, c'est, dit-on, des partis qui ne sont ni à l'opposition. Mais si vous n'êtes ni à l'opposition, ni à la majorité, vous êtes où? Mais il faut que vous choisissez. Sinon, vous êtes fou. Sinon, vous rentrez dans un jeu extrêmement dangereux. Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous les dénonçons pourquoi? Mais parce qu'à chaque élection présidentielle, ces partis qui se disent du centre soutiennent le président Denis Sassou Nguesso. Et comme il a toujours gagné ses mascarades électorales, ces partis devraient se considérer comme faisant partie de la majorité présidentielle. Non, ils ne rentrent pas dans la majorité présidentielle. Mais ça entraîne quoi? Mais ça force le jeu politique. Parce que lorsqu'on prend par exemple la loi électorale, on décompose, on fait apparaître des notions de majorité présidentielle, opposition, centre, société civile, juste pour fausser le jeu politique, alors qu'on sait que toutes ces composantes sont des composantes qui votent et qui choisissent le président Denis Sassou Nguesso. Mais les exemples sont frappants. Si on prend aujourd'hui ce qu'ils appellent le patriarche, mais le patriarche est dirigé par digne Elvis Okombi Salissa, qui s'est dit parti du centre, mais qui en 2021 était directeur de campagne de Denis Sassou Nguesso en Ango, qui aujourd'hui est en train de piloter le patriarche depuis très longtemps pour le président Denis Sassou Nguesso, et qui après va venir dire qu'il est au centre. Non, il est de la majorité présidentielle et il devrait assumer cela. On ne devrait pas continuer. Je peux prendre un autre exemple, c'est le sénateur Jean-Valère Mbani. Lui aussi, son parti est dit au centre. Mais à chaque fois, il fait campagne pour Denis Sassou Nguesso, que ce soit en 2021. Mais pourquoi fausser ce jeu? Pourquoi continuer dans ce que nous pouvons appeler cette insalubrité politique? Allons directement. Et il faut que le ministre de l'Intérieur en prenne note, parce qu'on ne devrait plus voir dans la refondation de la loi électorale qu'il y ait un vice-président chargé des partis du centre. Non, il faut venir à la notion classique, opposition et majorité présidentielle, et permettre d'avancer là-dessus. Maintenant, cette fois-ci, en 2021, tout le monde a vu les partis comme le parti de l'URDC d'Adamo Matita, un certain nombre d'autres, qui se disent du centre, mais ils se sont encore rangés. Ils soutiennent la candidature de Denis Sassou Nguesso. Ils estiment qu'ils vont assumer le projet de société qu'il a présenté. Mais en quoi? Ils sont de la majorité présidentielle. Et il faudrait sortir de cette hypocrisie, de ce jeu hypocrite extrêmement dangereux qui ne nous permet pas d'avancer. La deuxième notion qu'il faut clarifier, c'est la notion qui apparaît au cours de cette élection. Nous avons vu apparaître à travers un certain nombre de documents ce que l'on appelle les partenaires des partis de la majorité présidentielle. Mais ces partenaires se caractérisent par quoi? Ils ont soutenu le candidat Denis Sassou Nguesso. Certains ont parfois été dans son équipe de campagne,
comme des conseillers spéciaux, d'autres ont été comme des directeurs nationaux adjoints de campagne. Mais en quoi ils peuvent encore se dire partenaires de la majorité présidentielle alors qu'ils devraient se considérer comme membres de la majorité présidentielle? Peut-être qu'on les accepte pas, mais ça, c'est à eux de régler ça dans un jeu interne, etc. Parce que même au niveau de l'opposition, ça pose un certain nombre de problèmes. Nous sommes heureux que Nick Fila ait clarifié sa position, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Nick Fila a clarifié sa position. Il a écrit à Pascal Tchati Mabiala pour dire en fait qu'il se retirait de l'opposition politique congolaise qui a pour chef, soi-disant, le chef d'opposition. Et il est parti et il a été nommé par le président de la République directeur national adjoint de la campagne. Les choses sont claires. Et je suppose qu'on ne va pas se retrouver comme en 2021 où Nick Fila pourra encore revenir à l'opposition. Je crois que c'est acté et que cette fois-ci, nous devons savoir, le peuple congolais doit savoir que Fila n'est plus à l'opposition. Il a rejoint le président Denis Sassou Nguesso et le souhait pour nous, c'est qu'il soit membre de la majorité présidentielle. Mais nous avons dans le même créneau aussi, nous avons le cas de Dominique Basseila, le président de l'URC, qui était jusqu'à une époque récente membre de l'OPC de Pascal Tchati Mabiala, mais qui a quitté cette plateforme et qui s'est retrouvé maintenant conseiller spécial du candidat Denis Sassou Nguesso, et il fait partie des partenaires de la majorité. Non, ils font partie de la majorité présidentielle. Et ce qui est là que je crois que c'est la même chose pour Jim Medina, etc. Donc, on a fait apparaître près de 11 partis qui font partie, soi-disant, des partenaires de la majorité présidentielle, mais qui ont choisi de faire campagne pour Denis Sassou Nguesso, qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, le projet de société de Denis Sassou Nguesso, et qui ont pris l'engagement d'accompagner Denis Sassou. Mais les choses sont claires, ils sont là-dedans, et il faut que le ministre de l'Intérieur tienne compte de ça, parce que c'est ça qui entraîne un certain flou artistique et qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder au niveau de cette clarification, c'est le point le statut de l'opposition politique. Et je crois que maintenant nous avons avancé, puisqu'avec la démarche entreprise par le ministre Fila, les choses sont maintenant très claires. Mais il est bon que nous relisons la loi 28/2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition congolaise. Alors nous avons pu lire ceci dans le deuxième alinéa du premier article. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Et je crois que ça, c'est exactement fondamental. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, le débat qu'il y a eu là-bas, à un moment donné, au sein de l'opposition politique, il semble qu'on ne voulait pas reconnaître que Fila, avec le PRL, était membre de l'opposition politique parce qu'il était au gouvernement. Donc, à une époque, ça a été clairement dit. Dans un second temps, lorsque le ministre Msayi est devenu ministre, on a créé comme un flou artistique pour dire que non, on pouvait être au gouvernement, etc. Alors que c'est clair, les choses sont claires là. Et lorsque nous autres, nous avons dit clairement que l'UPADES n'était plus à l'opposition, on s'en est pris personnel à moi, etc. Mais c'est une question d'interprétation des textes. Et cette interprétation doit être claire. La clôture et la campagne à l'élection présidentielle. Il faut mettre au fourou la bakoutou. Pena bambulumbulu, il que ça la message, ben nous noter mambo bien que zonda. Ben nous kumisa, côté ni côté. Titata saïbou bien que ça la clôture, ya meeting, ya tata Denis Sassou Nguesso. Akekima bakabana da moun ke na UPADES que zone meya wapimam. Non. Parce que ça la boue bien clôture, il y a campagne, il y a papa Denis Sassou. Il y a papa Denis Sassou. Ça m'a que mettre que Pessaya il y a la valeur, la pouvoir, la santé. Il y a Koutou Madiaka Congo. Na baseka ke na kukwizaka. Beto misana.
Ninaina muke zonza. Naina muke zonza. Que association Grand Nyari plurielle. Ina muke toi d'ici. Nous avons bien. Association Grand Nyari plurielle muke toi d'ici. Mais sa priorité na Congo. Façon bazonza tama na mutu pe atama vanizola Congo zonza donnons la priorité au donnons la priorité au ça veut dire que Bamambi abeto ya fieti betu pour la tête de la côté. Geva na parti politique MCDDI, geva na parti politique PCT, geva na parti politique UPADES, façon beto nyonso créer que Bimvukaina pour que Bete Sali Saboua la yaï. Mais Bete Nyon Soleil de Sali Saboua la yaï au même moment V. Bah, il m'a gagné, il m'a indiqué Sali Saboua. Mais Bete la Beno, il faut battre Vana que, comme on m'a gagné V, pour l'aide de Sala na Congo V, il n'avait que tout Gaboua là, V. Maintenant qu'on veut apporter la clarté, nous devons dire ceci. À l'attention du ministre de l'Intérieur et du président de la République qui a fait revenir, qui a fait apparaître cette notion de chef de file de l'opposition congolaise. Lorsque nous prenons le cas de l'UPADES aujourd'hui, nous avons suivi que l'UPADES a déclaré qu'elle n'aurait pas de candidat parce que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente n'étaient pas réunies. On a suivi dans la première phase. Deuxième phase, on a suivi l'UPADES qui a déclaré que elle serait présente lors de l'élection et qu'elle a invité ses militants à voter selon sa conscience. Et nous tenons à noter que pendant que l'UPADES a pris cette position, un certain nombre de partis de cette opposition politique congolaise a soutenu Destin Gavet, qui est membre de cette opposition et qui ont fait, je crois, campagne pour lui, qui ont fait des émissions pour les défendre, etc. Donc, il y a déjà, là, comme, je ne dirais pas une ambiguïté, mais il y a déjà sujet à réflexion. Mais qu'est-ce que nous avons fini par voir? Nous avons fini par voir dans un salon, devant du champagne, etc., le ministre Nsayi, des membres éminents de l'UPADES, avec un t-shirt arboré de l'effigie du président Denis Sassou Nguesso, avec les membres de son cabinet, dont certains militants du PCT. Tout ça pour dire, nous sommes là pour fêter et nous soutenons le candidat Denis Sassou Nguesso et nous sommes là pour sa victoire. Et cela apparaît dans plusieurs publications, surtout au niveau de Facebook, où il y a des articles qui ont été publiés pour dire que l'UPADES a décidé de soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso du Parti congolais du travail. Ensuite, nous avons vu d'autres publications qui ont fait apparaître que Honoré Nsayi a joué un rôle extrêmement important dans la mobilisation qui s'est faite à Dolisie pour le meeting et la campagne de Denis Sassou Nguesso. Mais les choses sont claires. Je crois que Pascal Tchati Mabiala n'a plus d'arguments à nous avancer. J'ai lu ce que c'est qu'un parti politique de l'opposition. Les choses sont claires. Vous soutenez un candidat. Vous défendez son programme. Vous souhaitez accélérer. J'ai compris que dans le cas de Honoré Nsayi, je crois que la démarche vise aussi à ce qu'il puisse être maintenu dans l'équipe gouvernementale qui va être. Mais à partir de ce moment, prenons acte que l'UPADES n'est plus à l'opposition. Prenons acte de ce que Pascal Tchati Mabiala ne peut plus se présenter comme chef de file de l'opposition. Et le président Sassou doit mettre de l'ordre là-dedans. Pendant longtemps, on a pensé à un deal, mais aujourd'hui, les choses sont clairement mises sur la table et il faut que ça soit compréhensible. Parce qu'après, les militants nous disent pourquoi l'opposition ne se retrouve pas, pourquoi l'opposition. Et quand je dis qu'il y a des faux et des vrais opposants, on s'attaque à moi, on s'acharne. Voilà la situation. Arrêtons de faire ce jeu. Si vous êtes avec le pouvoir, restez avec le pouvoir de façon claire, que le peuple sache où chacun de nous est. Et quand nous disons qu'il y a en réalité une opposition du pouvoir et une opposition au pouvoir, il y en a qui élèvent les voix. Est-ce que les choses ne sont pas claires là? Et c'est pour ça que nous parlons
de la clarification, parce que cette clarification, elle est vraiment indispensable pour l'avenir du combat, qui pour nous devient de plus en plus important. Et il faut que nous sachions qui est qui et avec qui on peut avancer, avec qui on peut faire un certain nombre de choses, on peut bâtir des stratégies, tout ça. Sinon, à mon avis, ce n'est pas concevable et ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, au-delà de ces aspects que nous avons tenu à apporter, nous tenons à nous pencher sur un aspect également qui revient assez souvent. C'est la violation flagrante des lois et règlements de la République dans l'impunité totale par les gouvernants. Je dis bien par les gouvernants. Et l'exemple type sur lequel nous allons revenir, parce que ça a un impact extrêmement important sur l'élection, et il faut que ça soit arrêté parce qu'il ne faut pas que régulièrement ce soit ça, mais c'est l'application de la loi sur les partis par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et nous trouvons ça dommage. Nous trouvons dommage. Pourquoi? Parce que dans l'application de cette loi, il semble avoir choisi de mettre en exergue deux dispositions. La disposition relative à l'article 11, qui déclare clairement qu'un parti doit avoir des militants et un siège dans chaque département. Ça, c'est clair. L'autre disposition, c'est l'article 26, qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et lorsqu'il a sorti son arrêté 1726 MID CAP du 30 juin 2025, nous avons réagi en disant qu'il avait reconnu des partis qui n'étaient pas conformes à la loi. Et parmi ces partis, il y a le Parti congolais du travail. Et lorsque nous avons mené une enquête pour laquelle nous avons fait parvenir les résultats au Premier ministre avec ampliation, au ministre de l'Intérieur, mais nous avons fait apparaître clairement que la quasi-totalité des partis qui figuraient sur de cette liste à 2 ou 3 cas près, mais n'étaient pas en conformité avec la loi et que ce n'était pas sérieux. D'autant que, s'agissant par exemple du PCT, qui a violé la Constitution, mais l'article 31 de cette loi est clair, le PCT doit être sanctionné. Maintenant, quand on regarde les autres aspects, quand je regarde par exemple l'aspect relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine, nous n'avons pas cessé de dire, et le ministre Mboulou doit le savoir, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée doivent le savoir. Depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et lorsqu'on se base sur cet article, mais la plupart des partis que le ministre de l'Intérieur a déclarés conformes à la loi ne le sont pas. Ce n'est pas pour titiller les partis, mais je prends par exemple l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi par rapport à la loi, à l'obligation de déclaration de patrimoine. Et nous pouvons faire la démonstration. D'ailleurs, à titre de rappel, je peux vous dire, mais Pascal Tchatima Bialé, chef de file de l'opposition depuis 2018, je crois, mais il a tenté de faire une déclaration en 2021 et cette déclaration n'est pas conforme à la loi. Et quand on regarde cet aspect pour lequel nous avons assez régulièrement écrit au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, mais plusieurs partis, on peut citer près d'une quinzaine de partis, qui par rapport à l'obligation de déclaration de patrimoine ne sont pas conformes à la loi. Il y a l'UPADES, il y a Yuki, il y a le Club 2000 Pur, il y a le RC, donc, toute cette kyrielle de partis. Mais l'article 31 dit quoi? Qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Et c'est là la question fondamentale. Pourquoi le ministre Mboulou ne respecte pas la loi? Pourquoi le président de la République ne veille pas au respect de la loi? Alors, la loi, c'est bon lorsqu'on veut exclure les partis de l'opposition, mais lorsqu'on veut inclure des partis qui ne sont pas conformes à la loi dans une espèce de mafia, de deal
qui sont inacceptables, alors ça marche très bien. Mais nous disons, désormais, nous ne nous tairons pas. Le président de la République doit savoir que désormais, nous ne nous tairons pas. Et nous allons à chaque fois réagir pour réajuster les choses et faire que les choses soient bien prises au point et que l'on avance. Maintenant, l'aspect déjà abordé, mais c'est que ça fausse l'élection présidentielle. Ça fausse l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réfère à une loi, à une autre loi, la loi électorale, il y a l'article 28 de la loi électorale qui dit quoi? Mais qui dit qu'il n'y a que les partis légalement constitués, ainsi que les groupements politiques, ainsi que les candidats régulièrement inscrits et leur soutien, qui peuvent prendre part aux réunions électorales. De façon claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti congolais du travail et tous les autres partis qui ne sont pas en conformité avec la loi n'auraient pas dû prendre part aux réunions et aux campagnes électorales. Vous voyez, avec ça, on peut démontrer clairement la manière dont l'irrespect des lois et règlements de la République fausse complètement ce qui s'est passé dans le cadre de l'élection du 15 mars 2026. Et ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est ni à l'honneur du Congo, ni à l'honneur du président de la République, ni à l'honneur du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Parce que cela illustre clairement que dans le cadre de l'organisation des élections au Congo, on utilise la tricherie, on utilise la fraude, on utilise le faux et l'usage de faux. Et après, on vient vous dire que l'élection a été transparente et qu'on devrait pouvoir avancer. Non. Toujours sur le plan électoral. Ça aussi, ça a faussé les résultats. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et c'est l'alinéa 2 de l'article 80 qui le stipule clairement. Et on peut ajouter, le président du Parti congolais du travail, qui est Denis Sassou Nguesso, ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Mais la preuve, prenez la nomination des préfets, prenez rien que les préfets. La plupart des préfets qui ont été nommés sont des membres, soit du bureau politique, soit du comité central du Parti congolais du travail, qui ont eu, en décembre 2019 et en décembre 2021, a décidé de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Mais ce n'est pas sérieux. Alors, vous avez ces gens qui sont à la tête des préfectures, à la tête des sous-préfectures et des districts. C'est des membres du PCT et des partis alliés, etc. Et vous voulez que l'élection soit transparente. Vous pensez qu'elle était surpris quand on parle du bourrage des urnes, parce que pour tout ce monde, il s'agit de la perpétuation du système et que l'on ne devrait pas laisser les choses avancer et aller de l'avant. C'est effectivement ces choses-là qu'il faudrait prendre en ligne de compte. Donc, vous voyez comment il est nécessaire d'avoir la clarification et il faut que le ministre de l'Intérieur sache que l'article 15 est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine, familiale, par rapport à son origine ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques. Et il faut que nous y allons parce que ça pose des problèmes. Maintenant, le dernier aspect sur lequel nous allons nous pencher, c'est la situation de l'Assemblée nationale. Nous avons suivi une déclaration de l'Assemblée nationale qui nous a préoccupés et sur laquelle nous tenons à faire un certain nombre de commentaires. En tout cas, dans cette déclaration, nous avons été surpris d'entendre le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale essayer de faire ressortir qu'ils vont accompagner le président de la République, féliciter le président de la République pour dire que tout s'est bien passé. Non. Nous avons été tristes par cette déclaration. D'abord, nous avons été tristes par les nombreuses déclarations que le président de l'Assemblée a faites assez souvent au cours des sessions de l'Assemblée pour dire que le président Denis Sassou Nguesso était le seul capable, etc. Et maintenant, on nous dit que l'élection a été transparente, qu'elle a été... Non, tout ça, c'est faux. Et c'est triste quand ce sont les représentants du peuple qui s'amusent à prendre la parole
pour amuser le peuple congolais avec des faussetés. Et nous allons poser un certain nombre de questions. Premièrement, lorsque nous parlons du président de la République, nous posons la question aux députés. Les députés ne savent-ils pas que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi depuis 2021? Ils le savent, puisque la plupart d'entre eux ont participé à ces congrès qui ont permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso. Les députés ne savent pas que le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002, c'est-à-dire qu'il a violé les lois et règlements de la République. Les députés ne savent pas que le président de la République a violé, sinon trahi, le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple. D'une part, de respecter, de faire respecter la Constitution, d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Mais de quelle assemblée parle-t-on? S'agit-il des représentants du peuple ou des gens qui sont des personnes nommées juste pour essayer d'entretenir un système et d'essayer de le faire perpétuer? Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que les députés doivent savoir que le président de la République a violé et la Constitution du 20 janvier 2002 et la Constitution de janvier 2015. Et c'est une situation extrêmement préoccupante. Situation extrêmement préoccupante. Parce que l'article 50 de notre Constitution dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et particulièrement à la Constitution. Alors pourquoi pense-t-il que le président Sassou est au-dessus des gens, il est au-dessus de la Constitution et qu'il doit s'imposer au peuple? Nous ne l'acceptons pas. C'est une autre clarification. Bien au contraire, les députés devraient se préoccuper aujourd'hui. Devraient se préoccuper aujourd'hui de se poser la question si le président Sassou n'est pas en situation de faute grave ou de haute trahison. C'est ça le fond. Et je peux dire, au vu des démarches que j'ai menées au niveau de la Cour constitutionnelle et autres, au niveau des correspondances que j'ai adressées et au Sénat et au Parlement, que le Parlement, l'Assemblée nationale, est bien informé de cette situation. Alors, de quoi peut-on prendre les Congolais? L'Assemblée nationale joue à quoi? Elle devrait jouer le rôle de contre-pouvoir. Maintenant, voilà qu'elle va pour jouer le rôle de soutien à un président qui n'est pas en conformité avec la loi. Mais à qui vous allez le faire comprendre? Ne croyez pas que le climat de terreur qui a été institué dans ce pays va nous empêcher de nous exprimer. Et nous interpellons, nous dénonçons cette manœuvre de l'Assemblée nationale que nous n'acceptons pas du tout. Le deuxième aspect, l'Assemblée déclare que l'élection a été crédible, l'élection a été transparente. Elle a été crédible. Et il faut que l'Assemblée sache que le taux d'abstention a été pratiquement de 90%. C'est-à-dire que si vous devez vous vanter que Denis Sassou Nguesso a été élu à 94,90%, mais il faut ramener ce taux au taux de participation de 10%. Et ça serait plus logique. Et on ne peut pas venir dire de parler au Congo d'élections crédibles et transparentes lorsque l'on sait que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10 et classe le Congo parmi les régimes, les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, lorsqu'on sait que dans une dictature, on organise une élection selon le principe qu'on ne perd pas une élection qu'on organise. Mais il faut que l'on soit sérieux. Troisième aspect que je peux rappeler. Mais le Congo a un indice de perception de corruption médiocre de 23 sur 100. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Est-ce que dans un pays corrompu, on peut organiser des élections crédibles et transparentes? La preuve, vous avez suivi tout ce qui s'est dit. C'est pour ça que l'autre point que je vais soulever, mais enfin, l'Assemblée ne peut pas ignorer toutes les voix qui se sont levées à travers ce pays pour parler des irrégularités de cette élection, pour parler de bourrage des urnes. On a même cité des responsables politiques, préfets et autres. On a cité des députés en train de bourrer des urnes. Non, mais faut être sérieux. Et vous venez pour dire que l'élection a été crédible, le vote multiple, la corruption, les achats de conscience. Mais les jeunes déclarent là quand ils se baladent dans le patriage ou dans les timoniers, et qu'à chaque fois on leur remet 5 000 francs. Mais c'est une corruption. Puisqu'on découvre maintenant à travers les réseaux sociaux que pour l'investiture à Kintélé, on est en train encore
de reprendre la même procédure. Non. Il faut que l'Assemblée soit sérieuse. Elle devrait jouer son rôle de contre-pouvoir. Et l'Assemblée doit savoir que les Congolais savent que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi depuis pratiquement un quart de siècle. Et moi, je suis triste quand je vois ce genre de déclaration de l'Assemblée nationale. À quelle institution on va croire? Et on vient parler de consolidation de la démocratie. Quelle consolidation de la démocratie lorsque tous les jours vous nous posez? C'est parce que vous avez créé ou vous voulez créer un climat de peur, un climat je sais pas moi, pour apeurer les gens. Non, nous ne nous laisserons pas faire. Et je crois que nous allons continuer. Donc, sur ce point de vue de l'Assemblée, nous dénonçons cette pratique. Autant nous dénonçons de l'Assemblée, nous dénonçons également le Sénat. Et il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. C'est en ça que nous allons interpeller les Congolais pour dire il faut que nous prenions le destin de notre pays entre notre main et que nous avançons pour agir de façon pacifique, de façon démocratique et que nous essayons de continuer. Donc, après avoir fait ce tour, nous venons à la conclusion. Je crois qu'en termes de conclusion, nous voulons juste vous dire que tout est clair. Il y a un système qui s'est mis en place. Il y a des institutions qui sont inféodées à ce système, qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui ont pris pour option de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, de procéder à la perpétuation du système et de faire en sorte que le Congo continue à s'enfoncer dans la ruine et dans la catastrophe et les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Non, les Congolais ne l'acceptent pas. C'est pour ça que nous disons, soyons debout. Ne nous laissons pas divertir. Rejetons le silence. Chaque fois que nous pourrons parler, parlons. Chaque fois que je pourrai dire que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi, je le dirai, que ça plaise ou pas aux militants du Parti congolais du travail. Mais c'est la triste réalité. Je dirais que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et qu'il aurait dû être suspendu. Il doit d'ailleurs être suspendu. Et on ne peut pas continuer à tolérer ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Donc, chers téléspectateurs, nous disons que tout ce que nous venons d'énumérer fait apparaître que, à travers le quinquennat 2021-2026, le Congo va mal, très mal. Le Congo a véritablement besoin de changement et de rupture. Le Congo a besoin qu'on fasse la politique autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et pour ça, il faut que les Congolais se lèvent. L'article 25 garantit la liberté d'expression. L'article 27 garantit, y compris la liberté d'association et la liberté de manifestation. Nous avons tout un dispositif constitutionnel qui nous permet d'agir pour que nous sortons ce pays de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il n'est pas normal que nous continuions à nous enfoncer. Et ce message doit être entendu par les gouvernants. D'ailleurs, je crois que les gouvernants eux-mêmes connaissent les vrais résultats. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est l'enrichissement. Et ils n'en ont jamais suffisamment. Ce qui les intéresse, c'est enfoncer les Congolais dans la misère. Ce qui les intéresse, c'est, le mot aurait pu être très fort. J'aurais pu dire, c'est de détruire le Congo. Mais nous n'allons pas toujours l'accepter. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je clôt cette émission. Et je vous donne rendez-vous au samedi 18. Je crois que le samedi 18, ça sera plus intéressant parce qu'il y aura eu l'investiture et je ne sais pas si ça nous apportera quelque chose de nouveau. Sinon, ce que nous pouvons dire, c'est que l'élection du 15 mars 2026 n'arrêtait rien d'autre qu'un hold-up électoral, qu'un coup d'État constitutionnel. Cette élection n'a pas intéressé les Congolais. Cette élection n'intéresse pas les Congolais. Donc, il est bon que les Congolais prennent le courage de prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi prochain. Merci et à bientôt. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée,
les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays.